Monsieur Pierre Dortiguet, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguet, le secrétaire général du Hezbollah libanais a prononcé un discours au cours duquel il est revenu sur plusieurs points, en fait, de cette création de Daesh dans la région et également sur ces récentes menaces et intimidations israéliennes. S'agissant de ces menaces et de ces intimidations qui sont intervenues en fait au même moment que ces exercices de l'armée israélienne effectués par l'armée israélienne, Saïd Hassan Nasrallah, en s'adressant aux Israéliens, il leur a dit que nous n'avons pas peur de vos menaces ni de votre guerre. S'il y aura une future guerre, des millions d'Israéliens seront déplacés. Comment évaluez-vous ce discours de Saïd Hassan Nasrallah, s'il vous plaît? Avec son talent de synthèse, qui vraiment sa caractéristique, Monsieur Nasrallah touche un point fort important et douloureux même pour les Israéliens. Ceux-ci se croient depuis toujours invulnérables. Ils savent qu'ils peuvent porter des coups, mais ils savent très bien qu'ils n'en reçoivent presque pas. Et aussi, ils continuent donc d'insister par chantage, par déclaration tonitruante sur leur capacité, disons, d'intimider, de terroriser les populations civiles et de négliger, bien sûr, toute armée arabe, quelle qu'elle soit. J'entends par armée arabe, en effet, l'armée essentiellement de ceux qu'ils ont spoliés en 1947, après avoir, bien sûr, sous la coupe anglaise, qui était leur allié, défait la Palestine, la rendre impuissante, la paralyser et la maintenir dans cet état comme la bande de Gaza en offre le spectacle, de même que la Cisjordanie après 1967. Je crois que le point le plus important de M. Nasrallah, c'est de montrer que la population civile israélienne doit payer les conséquences de cette propagande de guerre. Jusque tout ce qu'a fait Israël a été, j'entends l'entité sioniste, a été sous la protection ou de ses alliés, comme les Américains, ou les Franco-Anglais en 1956, et en réalité, disons, ils ont fait des guerres par procuration. Et ils insistent bien sûr sur la menace que représentent les États arabes autour d'eux. Je me souviens très bien en 1967 où on représentait Israël comme un point qui était entouré par une île entourée par une vague arabe extraordinaire. Tout ceci est naturellement de la propagande. Mais aujourd'hui, la propagande s'est déchirée, car les Palestiniens non seulement, mais aussi les Libanais ont tiré les leçons essentiellement de l'occupation du Liban jusqu'à Beyrouth par l'armée israélienne, et disons que la guerre a été, si je puis dire, une école redoutable pour les Israéliens même. Ils ont subi des défaites, ils ont subi des pertes de chars dans les derniers combats que l'on menait contre eux il y a cela quelques années, le Hezbollah, et aujourd'hui ce ne sont pas simplement des groupes armés qui devraient affronter les forces de résistance. C'est le peuple lui-même de l'entité sioniste qui serait exposé à des armes redoutables, tout aussi redoutables que celles qu'il a emmagasinées. Mais disons qu'il pensait jouer de façon unilatérale et toujours sous la coupe, sous la protection de ses alliés. Je crois que cette protection aujourd'hui est à découvert. Le monde n'est plus, comme on dit autrefois, bipolaire, c'est-à-dire qu'il n'est plus partagé entre soviétiques et américains, les premiers d'ailleurs ayant autant soutenu l'entité sioniste que les seconds. Le monde aujourd'hui est multipolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un leadership mondial qui protège les Israéliens. Il y a, disons, des nations qui défendent leurs intérêts, qui se sentent menacées par les intrigues et les spéculations que les Israéliens font même à l'extérieur de leur pays, dans le domaine de la finance, dans le domaine, disons, de toutes les intrigues, celle de Daesh étant bien sûr le dernier grand complot contre l'indépendance des États arabes de la région.
c'est-à-dire on en fait une école de guerre civile. En réalité, c'est une invasion dissimulée, comme nous le disons, sur la guerre civile. Ces meurtres-là ne sont pas impunis. C'est-à-dire ils pouvaient rester impunis. Autrement dit, vous voulez dire que cet Hassan Nasrallah veut dire aux Israéliens que la destruction sera répandue par la destruction, la guerre par la guerre, le missile par le missile. Bien sûr, c'est-à-dire celui qui emploie l'épée périra par l'épée. C'est une formule évangélique, hein, c'est une formule, disons, générale. Comme tout ce qui est une formule évangélique, c'est en somme, peut-on dire, le bon sens divin lui-même qui parle. Et celui qui use, je répète la formule, celui qui use de l'épée périra par l'épée. Celui qui n'a de politique que dans la force subira, bien sûr, le retour de la force. C'est une loi de physique ordinaire, la loi d'action et de réaction. Je crois que c'est cette simple évidence que M. Nasrallah a proclamé, et je crois que la conséquence, ce qui fera peur aux Israéliens, c'est que le fait de proclamer ceci montre que le courage du front de résistance est intact. C'est-à-dire, quelle que soit la qualité de l'armement israélien, il ne peut pas effacer le fait que son action est néfaste et que la liberté des peuples autour de lui passe par, disons, l'affaiblissement ou l'amoindrissement de son agressivité. Et je crois que l'État sioniste, avec M. Netanyahou, veut porter des coups. Il porte déjà des coups par les intermédiaires, comme nous avons dit, à savoir par des terroristes comme Daesh et autres, ou même en se couvrant par une sorte d'OTAN là-bas. Mais si Israël veut porter des coups encore à la Syrie et au Liban, il a déjà reçu des coups et il en subira davantage. Et bien sûr, la population civile, vous savez, est venue en Israël non pas par patriotisme, mais elle est venue parce qu'on lui a promis monts et merveilles. Et elle savait qu'elle était défendue par les États-Unis contre une masse arabe qui était désorganisée. Aujourd'hui, cette page est terminée. Elle s'est terminée dans le sang, elle s'est terminée dans les sacrifices, en particulier des Gazaouis, mais disons que le temps avance. Quand on a dit, par exemple, qu'Israël serait effacé des pages du temps, ça signifie que l'Israël arrogant que nous avons connu doit maintenant baisser le caquet, comme on dirait en France, voyez-vous. Il doit, bien sûr, être un État comme un autre, bien sûr un État qui doit rendre des comptes à ceux qu'il a spoliés, mais il doit savoir que s'il s'expose à menacer autrui, eh bien, il s'expose lui-même à être détruit. Et ça ne sera pas la faute de telle ou telle propagande, ça sera le résultat et la conséquence de son action. Car il porte en lui-même, bien sûr, disons, les conditions de son anéantissement. Le destin, c'est la conscience de soi comme d'un ennemi, c'est la grande formule du philosophe Hegel en Allemagne, et il visait, je le signale, dans les écrits théologiques de jeunesse, le destin tragique du peuple juif. Monsieur Tortigui, une dernière question. C'est Hassan Nasrallah a répondu également aux critiques et aux accusations sans fondement portées par certains contre l'Iran et la Syrie. Il a dit que voilà, il y a ceux qui disent que, ironie de l'histoire, la République islamique d'Iran et Bachar al-Assad sont à l'origine ou bien sont en fait derrière Daesh. Il a en fait dit que c'est tout à fait injuste. Il a évoqué ce pétrodollar qui finance le groupe terroriste de Daesh qui a commencé selon lui ses activités en territoire irakien. Il a dit que Al-Qaïda c'est la même chose que Daesh. Il a dit que Daesh c'est la création des services de renseignement américains, saoudiens et pakistanais. Bien sûr, M. Nasrallah dit une évidence et il a le courage de le dire en termes clairs. C'est-à-dire qu'il ne le mêle pas à des considérations qui pourraient être flottantes. Et il donne, par là même, il encourage ceux qui lui font confiance, et dignement confiance. Il est certain que ces opérations autour de Daesh, ces créations de groupes, sont le résultat d'une prévision géopolitique qui ont pour but la désorganisation du Proche-Orient. C'est ce qu'on appelait la grande démocratie à l'époque de M. Bush. C'est un plan très ancien. N'oublions pas, nous l'avons dit quelquefois, que déjà le Congrès américain avait dénoncé la Syrie comme menaçant les États-Unis, et même pas en 2004-2005. Tout ceci, bien sûr, c'est une fantastique mise en scène. Et je crois que l'Iran même a été victime, bien sûr, de cette mise en scène, mais qu'aujourd'hui, comme après la tempête, voyez-vous, on voit véritablement les choses qui tiennent. On voit quel est le véritable relief de la politique.
on voit bien sûr que l'Iran n'a pas du tout comme il a dit, comme dire dans toute son histoire, de visée expansionniste. Il n'a pas d'ambition de revendication territoriale. Il veut simplement que les conditions, comme le veut la Syrie, comme le veut le Liban, il veut que, disons, les fauteurs de guerre puissent, disons, quitter un pays qu'ils ont envahi, car c'est cela la vérité. La vérité, c'est que le Proche-Orient a été envahi d'abord par l'intermédiaire du wahhabisme, bien sûr, a été envahi en 1915, 16, 17, etc., par la fameuse soi-disant révolte arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe, il faut le dire ouvertement aussi, sans crainte, sans timidité, a été une mise en scène, évidemment aussi, des Anglo-Américains et des sionistes, mais les mises en scène n'ont qu'un temps. C'est-à-dire que même les passions se calment et la réalité demeure, la réalité apparaît, son relief, disons, nous fait face, et aujourd'hui, ce relief montre que l'Iran n'a aucune, agressivité, n'a aucune capacité d'ailleurs de destruction du Proche-Orient. Ce sont les sionistes qui l'ont, ce sont les Américains qui l'ont, mais n'oublions pas, c'est ma dernière parole, que ces gens du Proche-Orient ont des alliés. Ils ont des alliés de deux sortes. Ils ont bien sûr la Grande Russie, ils ont la Chine, mais ils ont aussi tous ceux qui, en Europe, supportent, bien sûr, les conséquences de cette guerre permanente qui est faite aux Orientaux. Et en particulier, l'arrogance sioniste, qui, sur le terrain oriental, bien sûr, là-bas, se marque par des crimes, ici se marque par des escroqueries, par des pressions, par des agitations dont nous ne voulons plus. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, je pense que l'Iran, comme je l'ai constaté dans mon dernier voyage, a de grandes relations, de très bonnes relations avec les entreprises européennes, et je crois que c'est cette voie-là, cette voie de la raison, cette voie du besoin humain, qui l'emportera sur des êtres qui n'ont que d'apparence inhumaine, qui ne sont que des caricatures de diable.